Alors nous allons maintenant voir le dernier tri de ce chapitre qui s'appelle le tri fusion et c'est un exemple d'algorithme qui utilise la technique diviser pour régner. Donc rappelez-vous, on en a un petit peu parlé du diviser pour régner au chapitre sur la récursivité. Donc qu'est-ce que c'était? C'est une technique algorithmique qui se résume selon trois principes. D'abord, on divise, c'est-à-dire qu'on découpe le problème initial en plusieurs sous-problèmes. Ensuite, on règne, c'est-à-dire qu'on va résoudre chacun des sous-problèmes indépendamment et en général, on le fait par un appel récursif. Et ensuite, on va recombiner les solutions qu'on a obtenues à l'étape 2 pour avoir une solution à notre problème initial. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir recombiner de manière pas trop coûteuse. Et donc, on utilise cette technique de diviser pour régner lorsqu'elle nous permet d'obtenir des algorithmes de meilleure complexité. Alors, on avait vu que dans sa forme la plus simple et la plus courante, le diviser pour régner consiste en fait à diviser un problème à résoudre sur une entrée taille n en deux problèmes à résoudre sur des entrées de taille à peu près moitié de n. Ensuite, on résout récursivement chacun des deux sous-problèmes et on recombine avec, on espère, pas trop d'opérations. Et donc, les deux algorithmes de diviser pour régner qui sont au programme de L1, c'est le tri-fusion qu'on va voir juste après et la recherche dichotomique qu'on avait vu au chapitre sur la récursivité. Alors là, c'était un cas très particulier puisqu'en fait, on découpait un tableau en deux parties et il y a une partie qu'on ignorait totalement. Donc, c'est comme si on faisait une résolution sur deux parties, mais avec une partie qui nous donne tout de suite l'information en temps constant que ce n'est pas la peine de venir chercher de ce côté-là. Donc là, dans la trifusion, là, on va vraiment faire deux appels récursifs de taille moitié. Alors, quel est le principe du trifusion? Le principe, c'est de couper la liste en deux listes de même taille, peu importe la façon dont on les répartit. L'important, c'est que ce soit de la même taille et qu'on fasse ça vite. Ensuite, on va trier récursivement ces listes de taille moitié, donc on va faire deux appels récursifs. Et ensuite, il faut qu'on arrive à fusionner les deux listes triées. Et on va voir que fusionner deux listes quand elles sont déjà triées, eh bien, on peut le faire de manière assez rapide. Alors, on va exécuter sur un petit exemple le tri fusion. Donc là, j'ai une liste, voilà, qui contient tous ces maillons-là, et je veux exécuter un tri fusion. Alors, du coup, première étape, il faut que je divise en deux listes de taille à peu près égale. Donc, je crée mes deux listes qui sont initialement vides et je vais parcourir ma liste et je vais répartir un coup dans une des deux listes et le coup d'après dans l'autre liste. Donc, par exemple, je vais dire que la première liste dans laquelle je vais ajouter un maillon, ça va être la liste 1 et donc ce 12 se retrouve dans ma liste 1. Ensuite, je vais au maillon suivant, c'est le maillon 14, et bien je vais le mettre dans l'autre liste, donc dans la liste 2. Ensuite, je vais aller au maillon 22. J'ai changé mon curseur qui me dit dans quelle liste je dois ajouter le prochain. Et donc, je vais mettre le maillon 22 ici. Donc, en fait, je fais vraiment un coup sur deux. Donc, le 16, je vais le mettre dans la deuxième liste. Le 3, je vais le mettre dans la première liste. Le 7, je vais le mettre dans la deuxième liste. Le 5, je vais le mettre dans la première liste. Le 26 dans la deuxième. Le 20 dans la première. Et le 25 dans la deuxième. Voilà, donc en fait, en mettant un coup sur deux dans la liste 1, un coup sur deux dans la liste 2, j'ai la garantie que les deux listes à la fin vont avoir la même taille à un maillon près. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire un appel récursif pour trier la liste 1, hop, faire un appel récursif pour trier la liste 2, hop, et maintenant, il faut que je recombine efficacement ces deux listes-là, qui sont donc chacune triées. Donc, je vais créer une liste auxiliaire. Et je vais procéder ainsi. En fait, je suis sûre que la plus petite valeur qui était dans ma liste initiale se retrouve soit comme premier maillon de la liste 1, soit comme premier maillon de la liste 2. Pourquoi? Il a été mis dans l'un des deux, et après, une fois que je l'ai trié, il s'est forcément retrouvé comme le plus petit de sa propre liste, donc en tête de liste, une fois trié. Donc, j'ai seulement à regarder le premier maillon de la liste 1 et de la liste 2 pour décider qui va être mon premier maillon de ma liste triée. Donc là, en l'occurrence, je compare 3 et 7. Comme 3 est plus petit, eh bien, c'est le 3 que je vais mettre ici. Et donc, comme j'ai déjà utilisé ce maillon, je passe dans la liste 1 au maillon suivant. Et donc maintenant, il faut que je compare ce 5 ici avec ce 7 qui est là. Comme le 5 est plus petit, eh bien, c'est le 5 que je vais ajouter à la fin de ma liste auxiliaire. Hop, ici. Donc je mets mon 5. Et comme j'ai déjà utilisé le 5 de la liste 1, et bien dans la liste 1, je passe au suivant. C'est le 12. Et donc à chaque étape, en fait, je vais juste
comparer le prochain maillon, c'est-à-dire j'ai un petit curseur en fait pour chacune des listes 1 et 2 pour savoir où j'en suis, et je compare les valeurs seulement de 2 maillons. Donc là, je compare seulement le 7 avec le 12. Comme le 7 est plus petit, eh bien, c'est le 7 qui va se retrouver dans ma liste auxiliaire après le 5. Hop. Et ici, comme je l'ai utilisé, je vais au suivant. Là, je compare mon 12 et mon 14, et le 12 qui est le plus petit, donc c'est le 12 qui va se retrouver dans ma liste auxiliaire. Et comme j'ai utilisé le 12, je me rappelle qu'il faut que j'aille au suivant. Ensuite, je compare le 14 avec le 20, donc là c'est le 14 qui est le plus petit, donc c'est le 14 que je rajoute à la fin de ma liste auxiliaire. Et comme j'ai utilisé le 14, je vais au suivant dans la liste 2. Je compare le 16 et le 20, donc c'est le 16 que je dois ajouter, et je vais ici au suivant. Je compare le 20 et le 25, c'est le 20, et dans ma liste 1, je vais au suivant, donc je vais à 22. Je compare le 22 et le 25, donc c'est le 22 qui est le plus petit, donc je le mets, et là, j'ai plus de maillon suivant dans ma liste 1, donc ma liste 1 est finie. Donc, j'ai plus personne à considérer dans ma liste 1, et donc en fait, il faut que je mette tous les maillons qui me restent dans la liste 2 à la fin de ma liste auxiliaire. Comme mes listes 1 et liste 2 sont en fait juste des listes qui me servent de manière auxiliaire à l'intérieur de ma fonction, en fait, plutôt que de recopier les maillons quand il y a une des deux listes qui est finie, je peux carrément rebrancher ma liste auxiliaire sur la fin de la liste qui me reste. Et donc maintenant, si j'oublie ce qui se passe dans la mémoire à propos de liste 1 et liste 2, je regarde que ce qui est chaîné à ma liste auxiliaire, eh bien j'ai bien toutes les valeurs qui étaient initialement dans ma liste et classées dans l'ordre croissant, puisqu'on a 3, 5, 7, 12, 14, 16, 20, 22, 25 et 26. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à renvoyer l'adresse du premier maillon ici où il y a le 3 pour affecter ça à la liste comme début de la liste que je devais trier véritablement. Alors, donc là encore, je vais faire des petites fonctions auxiliaires. Donc tout d'abord, je vais faire ma fonction sépare en deux listes taille égale qui prend en argument ma liste li, qui va envoyer un couple de deux listes qui va juste séparer de la manière la plus rapide possible en deux listes de taille égale à 1 près. Donc je crée mes deux listes qui sont vides. Je vais faire un parcours de ma liste li. Donc j'ai mon adresse du maillon court initialisée à li.début. Et j'ai une variable entière, numéro liste ou mettre le prochain, qui va en fait être mon curseur qui alterne entre la liste 1 et la liste 2 pour savoir dans quelle liste je dois mettre le prochain maillon. Donc, tant que adresse maillon court différent de -1, donc tant que je suis sur un vrai maillon, si je dois mettre le prochain maillon dans la liste 1, eh bien, je vais faire ajout de début de la data de mon maillon court dans la liste 1, et je change mon curseur pour la prochaine liste en disant que le prochain, je dois le mettre dans la liste 2. Et sinon, c'est presque pareil, sauf que la data du maillon court, je dois le mettre au début de la liste 2, et je change mon curseur de prochaine liste pour dire que ce sera dans la liste 1. Et je vais au suivant. Donc je fais ça jusqu'à tomber sur l'adresse fictive -1, c'est-à-dire que j'ai parcouru toute ma liste de lits, et je retourne le couple formé des deux listes. Au niveau de la complexité, eh bien en fait ça me coûte un parcours de la liste lit, et donc ça me coûte un temps qui est linéaire en son nombre de maillons. Je ne fais pas l'analyse détaillée, mais vous pouvez voir aussi qu'on a une boucle qui se répète un nombre linéaire de fois et qu'à chaque étape on fait un nombre constant d'opérations. Et ensuite, il y a la fonction fusionne, donc qui suppose qu'on lui passe en argument deux listes qui sont chacune triées dans l'ordre croissant, et qui va créer ma liste auxiliaire, qui va être la fusion de ces deux listes, vous savez, avec la comparaison à chaque étape d'une valeur qui est dans un maillon de la liste 1 et d'une valeur qui est dans un maillon de la liste 2. Et je vais garder, pour que ça ne me coûte pas trop cher, l'adresse du dernier maillon ajouté, ce qui va me permettre de pouvoir ajouter les éléments à la fin de ma liste auxiliaire, à chaque étape, sans payer le parcours de liste qui me coûte un temps linéaire pour l'ajout en fin. Comme ça, je vais pouvoir avoir une sorte d'ajout fin, mais en temps constant. Voilà, ça c'est mes petits curseurs qui m'indiquent l'adresse du premier maillon restant dans la liste 1 et l'adresse du premier maillon restant dans la liste 2. Donc tant qu'il me reste des maillons non utilisés dans la liste 1 et dans la liste 2, eh bien je fais un nouveau maillon
pour ma liste auxiliaire. Je dois le relier à la fin de ma liste auxiliaire. Donc si j'ai pas encore ajouté de maillon dans ma liste auxiliaire, ça veut dire que c'est la première itération. Et donc il faut que je dise que ce maillon-là se retrouve comme début de la liste auxiliaire. Sinon, il faut que ce maillon se retrouve comme suivant du dernier maillon que j'ai ajouté dans la liste auxiliaire. Et donc là, j'ai réglé les liens. Et maintenant, il faut que je règle la valeur que je vais mettre dans M. Et donc, je compare le champ data de mes maillons qui sont pointés par les curseurs sur la liste 1 et sur la liste 2. Donc si la data qui est dans le maillon qui m'intéresse est plus petit dans la liste 1 que dans la liste 2, eh bien c'est ce data qui est dans la liste 1 qui devient la data de M. Et j'avance d'un cran dans ma liste 1. Sinon, c'est pareil, mais en prenant dans la liste 2. Et je mets à jour ma variable dernier maillon ajouté en disant que le dernier maillon que j'ai ajouté, c'est M, pour pouvoir faire le lien correctement à l'itération d'après. Et enfin, je sors donc quand il y a une des deux listes 1 ou 2 qui est épuisée. Donc si c'est la liste 1 qui n'a plus d'éléments restants, eh bien je vais dire que le suivant du dernier maillon que j'ai ajouté, eh bien ça devient tout simplement le maillon qui me restait dans la liste 2 et donc qui est chaîné à la fin de ma liste 2. Et sinon, c'est pareil, sauf que c'est dans la liste 2 qu'il n'y a plus d'éléments restants. Et donc, je fais le chaînage vers le reste de la liste 1. Et je renvoie l'adresse de début de ma liste auxiliaire. Donc ça, la fusion, elle n'est pas si simple et je pense que vous pourriez la reprendre à tête reposée avec le dessin à côté pour bien comprendre comment est-ce qu'on l'écrit. Et enfin, je peux faire ma procédure de tri fusion. Donc là encore, ça va être une fonction de tri qui est récursive, donc il faut prévoir les cas d'arrêt. Les cas d'arrêt pour un algorithme de tri, c'est quand il y a strictement moins de 2 maillons, auquel cas je fais rien. Et donc si ma liste a taille moins 2, eh bien je vais faire appel à séparant de liste taille égale, qui va donc m'envoyer deux listes qui contiennent chacune la moitié de ma liste li. Un appel récursif à trait fusion pour ma liste 1 et un appel récursif à trait fusion pour ma liste 2. Et ensuite, je fusionne ma liste 1 et la liste 2 et ça me renvoie à l'adresse du début de ma liste auxiliaire que je dois ranger dans li.début pour que maintenant ma liste pointe bien vers des maillons chaînés dans l'ordre croissant. Alors, il faut qu'on fasse l'analyse de la complexité de trifusion. Donc, séparant de liste taille égale, ça nous coûte un temps linéaire en le nombre de maillons dans li. La complexité de fusion, je ne vais pas détailler, mais ça nous donne quelque chose qui est linéaire en N1 plus N2, où N1 et N2 sont les tailles des listes 1 et 2. Et donc, si on appelle maintenant UN la complexité empirique de trifusion sur une liste de taille N, eh bien cette suite UN vérifie la relation de récurrence suivante. C'est-à-dire que pour faire un trifusion sur une liste de taille N, je fais un appel récursif à trifusion sur ma première liste et un autre sur ma deuxième liste, qui ont chacune taille moitié, donc avec des parties entières inférieures et supérieures pour que ça sonne bien à N. Et en plus de ce qui se passe dans les appels récursifs, je paye un temps linéaire pour séparer et refusionner mes listes. Donc ça, si on veut faire un petit peu on va dire un abus de notation, c'est à peu près pareil que si UN est égal à 2 fois le temps que ça me coûte sur une liste de taille moitié, plus N. Voilà. Plus c'est le facteur linéaire qu'on résume en N. Donc ça, c'est si N vaut moins 2, et sinon, ça me coûte 0. Et donc, on peut prouver, je ne vais pas le faire ici en détail, qu'avec une formule de récurrence de ce genre-là, donc on fait deux appels récursifs sur des entrées taille moitié plus un temps linéaire pour recombiner, et bien ça nous donne que UN est en grand taux de n log n. Donc le tri fusion est en grand taux de n log n, ce qui est plus rapide que les 3 tris précédents qu'on a vus, qui étaient chacun en taille quadratique, en complexité quadratique. Alors, on a mentionné en fait que la relation suivante, là, nous donnait du grand taux de n log n. Et en fait, il en va de même pour un cas un tout petit peu plus général. C'est en fait, au lieu de diviser en deux entrées taille moitié,
on peut imaginer qu'on va diviser en 3 entrées de taille chacune 1/3, ou en 4 entrées de taille chacune 1/4, ou en C entrées de taille chacune 1 sur C fois n, où C est une constante. Donc si on a ça avec un temps linéaire pour recombiner, eh bien, on obtient là encore en fait un ordre de grandeur de la complexité UN qui est en grand O de n log n. Donc je vous le dis pour que vous en rappeliez peut-être la prochaine fois que vous allez rencontrer un algorithme de divisé pour régner. En fait, ça, on applique un théorème qui s'appelle le master théorème, qui n'est pas au programme de L1. Mais c'est un théorème qui nous aide à calculer les complexités des algorithmes en divisé pour régner. Comme on a souvent en fait le même genre de relations de récurrence qui reviennent dans les divisés pour régner, eh bien il y a un il y a un théorème qui a été écrit qui prend en compte plusieurs cas différents, et le f de n qui est ici, c'est le temps que ça nous coûte à séparer le problème en plusieurs parties et à faire la recombination. Et voilà. Et donc, en fait, c'est quand on applique ce terme-là au cas particulier où A et B sont la même constante, donc c'est-à-dire que c'était ma constante C que j'avais tout à l'heure, je divise en C parties de taille chacune n sur C. Et bien dans ce cas-là, voilà, qu'est-ce qui se passe en fonction du temps que ça me coûte pour recombiner, eh bien, si pour recombiner, ça me coûte un temps qui est sous-linéaire, donc de l'ordre de n puissance 1 moins epsilon, alors mon UN va être globalement linéaire. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Si f de n est de l'ordre linéaire, donc c'est le cas qu'on a nous dans le trait de fusion, ça nous donne un UN en grand O de n log n. Et si f de n est super linéaire, c'est-à-dire non grandeur qui est plus que linéaire, alors dans ce cas-là, UN va être de l'ordre de grandeur de f de n, justement. Et il y a d'autres cas qui ne sont pas tout à fait couverts par ce théorème. Donc voilà, donc là, ça, c'est absolument pas au programme de L1. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand on fait du divisé pour régner, on tombe un peu tout le temps sur le même genre de relation de récurrence pour compter la complexité, et qu'on a un théorème qui s'appelle le master théorème qui peut nous aider à nous en sortir sans avoir besoin de reprouver nous-mêmes plein de choses sur ces suites-là. Et c'est particulièrement utile dans le cas où on coupe en C parties de taille égale. Et donc dans ce cas-là, ce qui va décider de quel côté on tombe, eh bien, c'est le temps que ça nous coûte à recombiner. Voilà, donc du coup, on a fini le chapitre sur les tris, qui est le dernier chapitre de cette matière Algo 1. Donc il faut que vous ayez bien compris les deux premiers tris qui sont le tri par insertion et le tri par sélection. Il faut que vous sachiez les exécuter, il faut que vous sachiez les réécrire également. On a vu que la partie de ces tris sur les tableaux, mais vous pouvez vous entraîner à essayer de faire ces tris sur une liste également. Et ensuite, on a vu deux autres tris récursifs qui sont le tri rapide et le tri fusion. Et je veux que vous reteniez bien les complexités de ces 4 tris. Donc les 3 premiers sont quadratiques et le tri fusion est meilleur, il a un grand O de n log n.